Bien, bonjour. Alors, on continue aujourd'hui notre euh, étude de ce qu'on a appelé la dernière fois l'identité à travers le temps. Je vous fais un bref résumé aujourd'hui, puis vous me posez des questions si jamais il y a des choses qui restent pas claires de votre côté. Donc, on s'est intéressé jusqu'ici à l'identité. D'accord. Qu'est-ce qu'on a vu sur l'identité? Une grande distinction. Il y a d'abord une distinction entre l'identité qualitative et l'identité numérique. Et on a vu, donc identité qualitative, c'est être exactement similaire, posséder toutes ses propriétés en commun. Identité numérique, c'est être une seule et même chose. On a vu deux principes qui liaient l'identité qualitative à l'identité numérique. Le principe d'indiscernabilité des identiques, qui nous dit que si x et y sont numériquement identiques, alors forcément x et y ont toutes leurs propriétés en commun. On a vu que ça, c'était un principe largement admis. Et puis on a vu un principe plus controversé, le principe d'identité des indiscernables, qui dit que si x et y ont toutes leurs propriétés en commun, alors ils sont identiques. C'est un principe qui est défendu par Leibniz, et on a vu différentes versions de ce principe, et différents problèmes que posait chacune d'elles. Et puis la dernière chose qu'on a vue, c'est qu'on s'est intéressé à une propriété formelle de l'identité, qui est que de l'identité numérique, qui est que l'identité numérique est une relation nécessaire. Donc non seulement chaque chose est identique à elle-même, mais il est nécessaire que chaque chose soit identique à elle-même. Donc c'est pas possible d'être identique à un être humain dans ce monde et d'être identique à une loutre dans un autre monde, par exemple. Dans un autre monde. Ça, c'est mon résumé très rapide de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Est-ce que tout ça, ça va? Je ne veux pas passer plus de temps sur le résumé aujourd'hui parce qu'on change de chapitre, on passe à l'identité à travers le temps. Est-ce que sur tout ce que je viens de dire, il reste des questions ou tout est limpide? Ça va? Bien. Alors, on a commencé la dernière fois à s'intéresser à une question qui va nous occuper maintenant. On va introduire le temps dans cette histoire. On s'intéresse à l'identité à travers le temps. Okay. On se dit qu'un certain nombre de choses sont identiques à différents moments de leur existence. Vous êtes, chacun d'entre vous, la même personne que vous étiez au moment de votre naissance. Évidemment, il y a des choses qui ont changé chez vous. Et on va voir que le changement... Bonjour, on va voir que le changement pose un certain nombre de problèmes aux métaphysiciens. Mais a priori, vous êtes la même personne que vous étiez la semaine dernière, que vous étiez celle d'avant, et même que vous étiez au moment où vous êtes né. Et c'est la même chose non seulement pour les personnes, mais pour les tables, pour les arbres, pour les objets naturels. Ils ont une identité à travers le temps et ils peuvent changer. Et une des choses qu'on veut chercher à comprendre maintenant, c'est cette identité à travers le temps. Comment les choses persistent, autrement dit. C'est l'objet de notre second chapitre. Et on a commencé à avoir une grande distinction qui va nous occuper encore un peu aujourd'hui et qui va nous permettre de développer un certain nombre d'autres outils qu'on utilise beaucoup en métaphysique pour comprendre le rapport des différentes entités au temps. C'est la distinction entre les continuants et les occurrents. Qui peut me rappeler ce que c'est qu'un continuant? Ou plutôt me donner des exemples de continuants pour commencer. Oui? Une personne, très bien. Un objet. Donc les personnes, les objets, ça c'est clairement des continuants. Mon trousseau de clés, les montagnes, le lac, les animaux, les artefacts, tout ça, on range ça du côté des continuants. Et puis du côté des occurrents, vous avez des exemples? Un match de foot, très bien. Un cours, la croissance d'une plante, la méiose d'une cellule, une éclaircie, une explosion, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des occurrents. D'accord? Occurrents, parce que ça vient de l'anglais occur, ils se produisent à un certain moment. Donc, on a vu cette liste des continuants et des occurrents, et puis on a remarqué que même avant d'avoir une définition claire de ce en quoi consistent les uns et les autres, il y avait ici un découpage très naturel dans l'ensemble des entités qui nous environnent. Donc on ne sait pas encore exactement où consiste la distinction, mais il y a probablement ici une distinction cruciale. Et si vous regardez autour de vous, c'est difficile de trouver quelque chose dans cette salle, mais même dans l'université, ou même si vous allez vous promener plus loin, et même si vous allez voyager au Japon ou en Amérique du Sud, très vraisemblablement, tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez goûter, tout ce à quoi vous allez réfléchir, pas forcément, parce qu'il y a des entités abstraites, mais pour tout le reste, tout ce que vous allez percevoir a de fortes chances de tomber de l'un ou l'autre côté de cette division. Ça, en soi, c'est déjà un petit succès. D'accord? C'est déjà même si on n'a pas encore la définition, c'est déjà une
belle distinction que les métaphysiciens aiment bien, c'est qu'on a une catégorisation qui permet de classer un très grand nombre d'entités. Vous vous souvenez, je vous ai dit au début, quand on se demandait qu'est-ce que faisait le métaphysicien et que ne faisait pas le scientifique, une des choses qu'aime bien faire le métaphysicien, c'est s'intéresser à des catégories très générales. Et là, on a des catégories très générales. Continuant, occurrent. On s'est intéressé à l'identité, il n'y a pas non plus de science qui s'intéresse à l'identité. Cette distinction continuant, occurrent, ce n'est pas non plus quelque chose, il n'y a pas une science qui s'intéresse spécifiquement à ça, c'est ce qu'on fait, c'est une des choses qu'on fait en métaphysique. Bien, alors ça c'est notre distinction initiale, et on a cherché à mettre le doigt sur cette distinction qui est très prometteuse. Première chose qu'on a vue, c'est que les continuants et les occurrents, contrairement à ce qu'on appelle les entités abstraites, comme les nombres, les propositions, les faits, ils existent dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez dire qu'ils commencent à exister à un certain moment, ils arrêtent d'exister à un certain moment. Peut-être certains sont éternels, n'ont pas de fin ou n'ont pas de début, mais en tout cas, ils ont une inscription temporelle. Alors ça, on l'accepte, et puis on s'est demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence dans la manière dont ils se rapportent au temps? Et l'intuition de départ, c'est que les occurrents, ils sont plus étroitement liés au temps que les continuants. Autrement dit, une éclaircie, un coucher de soleil, un claquement de porte, c'est plus étroitement un son, c'est plus étroitement lié au temps que ne le sont le soleil, les personnes, le violon, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une intuition un peu vague. Et on a avancé, c'était en fin de séance dernière, 3 critères de distinction qui sont très proches, qui sont peut-être différentes manières de formuler la même idée pour distinguer les continuants des occurrents. Le premier, c'est de faire appel à ce qu'on appelle les parties temporelles. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'idée, c'est que les continuants, contrairement aux occurrents, n'ont pas de partie temporelle. Donc prenons un occurrent pour commencer, quelque chose qui a clairement des parties temporelles. Notre match de foot, il a différentes parties temporelles. Il a 2 mi-temps, qui sont 2 parties temporelles, il a un coup d'envoi, il a des arrêts de jeu, il peut avoir une prolongation, alors tout un tas de choses. Tout ça, c'est des parties temporelles du match de foot. Prenez l'arbitre maintenant, Jean-Claude. Est-ce que Jean-Claude a des parties temporelles? Il n'y a pas vraiment le début de Jean-Claude. Vous ne pouvez pas dire le match de foot a eu lieu pendant Jean-Claude, pendant la première moitié de Jean-Claude. Non, vous pouvez dire je me suis ennuyé pendant la première mi-temps. Vous ne pouvez pas dire je me suis ennuyé pendant la première moitié de Jean-Claude. Okay. Donc l'idée que Jean-Claude, notre continuant qui est un arbitre, a des parties temporelles, elle répond à une intuition linguistique assez forte que même si on voit bien que Jean-Claude il est dans le temps, il commence à exister à un moment puis il va mourir à un moment, il n'a pas des parties temporelles au même titre que le match de foot a des parties temporelles. Moi j'ai pris Jean-Claude l'arbitre, mais vous pouvez dire la même chose du ballon de foot, qui est un autre continuant dans notre match de foot. Donc vous pouvez dormir pendant la première moitié du match, mais vous ne pouvez pas dormir pendant la première moitié du ballon. Bien, donc ça c'est la première intuition, la première proposition plutôt qu'une intuition, la première proposition au sujet de ce qui distingue les occurrents et les continuants. Les occurrents, contrairement aux continuants, ont des parties temporelles. D'accord ? On est passé à une seconde proposition, qui est une proposition voisine, qui nous dit la chose suivante. Les continuants ont typiquement des parties spatiales, mais ils n'ont pas de partie temporelle. Ça on l'a déjà vu, si les occurrents ont aussi des parties spatiales, alors ça implique, et j'en viens à la distinction, qu'on peut parler du fait que les occurrents ont 4 dimensions. Okay. Donc prenez le ballon de foot, il a 3 dimensions. Il faut espérer, sinon c'est difficile de jouer avec un ballon tout plat. Donc dans mon ballon de foot, il a 3 dimensions spatiales, mais il n'a pas une 4e dimension. Qu'est-ce que ce serait la 4e dimension? Ce serait la dimension temporelle. Dans cette proposition, les continuants n'ont que 3 dimensions, les objets matériels en tout cas. Tandis que les occurrents, le match de foot, lui, il a 3 dimensions spatiales. Il a lieu à un certain endroit, il occupe un certain volume d'espace, même si la localisation spatiale des occurrents est un problème plus délicat que ce qu'il en a l'air. Où est-ce qu'il a lieu exactement? Ça, c'est pas facile de répondre à cette question, mais on admet qu'il a au moins une localisation spatiale, fût-elle vague, mais il a aussi une dimension temporelle, le match de foot. Donc le match de foot, qui est un occurrent, il a 4 dimensions. C'est pour ça qu'on dit parfois que les occurrents, ce sont des entités quadridimensionnelles, alors que
Les continuants, ce sont des entités tridimensionnelles. Ils ont juste 3 dimensions spatiales, mais ils n'ont pas de dimension temporelle. Ça va? Ouais. Alors, c'est un peu dire, comme je vous l'ai dit, c'est un peu dire la même chose d'une autre manière. Hein, mais vous rencontrez ça, souvent cette formulation également dans la littérature, et ça vous permet de comprendre de quoi il retourne. Pardon, je n'ai pas fait apparaître progressivement. Et puis vous avez une troisième façon de décrire substantiellement la même chose, qui est de faire appel au mode de persistance des différents objets. Qu'est-ce qu'on appelle la persistance? Je vais faire apparaître quand même progressivement, sinon ça m'embête. Qu'est-ce qu'on appelle la persistance? De manière générale, c'est l'identité numérique d'une chose à travers le temps. Le fait pour une entité qui existe dans le temps de rester la même entité à travers le temps. Même numériquement. On va voir que certains pensent que ce n'est pas possible, mais en tout cas, au départ, c'est ce qu'on aimerait expliquer. Maintenant, on peut distinguer la persistance des occurrents de la persistance des continuants de la manière suivante. On va dire, et pardon, c'est un autre morceau de jargon, donc jusqu'ici, comme morceau de jargon, on a eu occurrent versus continuant, et là, on va introduire une nouvelle distinction, qui est la distinction entre perdurer et endurer. Ce sont deux façons de persister. D'accord ? C'est juste des mots pour l'instant. Mais on va voir ce qu'ils veulent dire tout de suite. Qu'est-ce que c'est que pour un occurrent de perdurer? C'est de persister à travers le temps en ayant des parties temporelles différentes à chaque instant de son existence. Donc, un occurrent, dans cette optique, c'est une entité, je vais revenir sur cette métaphore dans un instant, qui est comme un verre spatio-temporel. Il est plein de petites tranches, de petites parties temporelles qui se succèdent. Et il persiste en ayant tout un tas de parties temporelles. Il s'étend dans le temps de la même façon qu'un verre s'étend dans l'espace. Ça, c'est perdurer. C'est persister à la manière des occurrents, en ayant des parties temporelles qui s'étendent dans l'espace. Et je vais revenir là-dessus un peu en longueur. Et c'est pourquoi vous trouvez aussi dans la littérature, plutôt que de parler d'occurrents, vous avez un certain nombre de philosophes qui parlent de perdurants. C'est la même chose. Il y a quelques détails qu'on va voir tout à l'heure qui changent légèrement, mais c'est la même chose, dites-vous pour l'instant. Deux manières de décrire la même chose. Quant aux continuants, donc les personnes, les tables, les pommes, les chats, les colibris, etc., les continuants, on va dire, eux, qu'ils endurent. Donc, ça veut dire quoi, endurer? C'est une façon de persister, mais qui ne consiste pas à perdurer. Donc, comment persistent les occurrents? Ils endurent à travers le temps. Qu'est-ce que c'est que cette endurance? Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire qu'un endurant, si vous prenez Lucie, vous ne pouvez pas dire que Lucie, elle persiste à travers le temps en ayant différentes parties temporelles. Lucie, elle persiste à travers le temps en étant pleinement présente à chaque instant. On a tout Lucie ici. Elle nous a fait la gentillesse de venir en entier aujourd'hui. On n'a pas juste une partie de Lucie qui est venue aujourd'hui, et puis une autre partie qui était là la semaine dernière. Pareil pour moi, pareil pour chacun de vous. On est entièrement présent à chaque moment de notre existence. Donc ce qui fait qu'on persiste à travers le temps, ce n'est pas le fait qu'on a différentes parties temporelles, un petit bout là, puis un petit bout après un petit bout, puis encore après un petit bout, une petite phase, c'est qu'on est entièrement présent à chaque moment de notre existence. Ça, c'est ce qu'on appelle l'endurance. Persister en étant pleinement présent à chaque moment de son existence. Et c'est la raison pour laquelle, plutôt que le terme continuant, vous rencontrez aussi parfois le terme endurant. Endurant et continuant, c'est la même chose. Deux manières de dire la même chose. Pardon, on n'est pas toujours très rationnel. En philosophie, en sciences en général, parfois on introduit trop de terminologie. Là, c'est sans doute on aurait pu faire l'économie de ces deux termes techniques. Mais maintenant qu'ils existent, il faut savoir les reconnaître. Et ils veulent dire substantiellement la même chose. D'accord ? Donc, 3 critères de distinction entre les occurrents et les continuants. Le premier critère, les occurrents ont des parties temporelles et pas les continuants. Le deuxième critère, les continuants ont 3 dimensions, tandis que les occurrents ont 4 dimensions. Et le troisième critère, les occurrents persistent à travers le temps en perdurant, en s'étendant dans le temps en ayant différentes parties temporelles, tandis que les continuants persistent à travers le temps en endurant, en étant pleinement présents à chaque moment de leur existence. D'accord ? Au fond, c'est un peu la même idée, reformulée avec tout un tas de variations sémantiques. Okay ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est en quoi consiste précisément la distinction. Est-ce que vous avez des questions sur ça?
Ça va? Moi, peut-être. La chose qui est un objet indur implique aussi qu'il garde la même identité ou pas? Il y a une liaison entre identité et l'endurance d'un objet. Oui. Donc, l'idée ici, c'est que vous êtes exactement le même que la semaine dernière. Vous êtes identiquement numérique au Giacomo de la semaine dernière. D'accord? Cette séance de cours, elle a une identité numérique, okay, mais son identité numérique, elle consiste en une succession de plein de petites phases. Okay. D'accord? Mais cette phase-là, maintenant où je suis en train de répondre à votre question, elle n'est pas numériquement identique à cette phase-là où je suis en train de finir de répondre à votre question. Là, on est passé dans une seconde phase. Okay. Ma réponse à votre question, qui est une partie de la séance de cours, qui est aussi un concurrent, cette réponse-là, elle inclut les deux phases que je viens de mentionner. Okay. Mais vous incluez pas des phases. Donc il y a bien de l'identité numérique des deux côtés, mais l'identité numérique des occurrents, elle est étendue dans le temps, elle inclut plein de parties temporelles, tandis que votre identité numérique, elle inclut des parties spatiales, votre bras, votre tête, etc. Mais vous n'avez pas des phases. Il n'y a pas Giacomo la phase de 1 à 2, puis Giacomo la phase de 2 à 3. Okay. Ça va? Si je parle d'adultesse, de jeunesse, je vois comme des phases. Si vous... J'ai pas entendu. Je parle d'adultesse, de jeunesse, je parle de ma jeunesse. Ah, d'être adulte ou d'être jeune. Alors, ouais. On a vu ça la dernière fois, on va y revenir. L'idée des philosophes qui acceptent cette distinction, parce qu'on va voir qu'il y en a qui la refusent. Hein. Mais l'idée, enfin, il y a plutôt tout le monde, la plupart acceptent la distinction, mais certains disent qu'il ne peut pas y avoir, essayent de tout réduire à des entités qui ont des phases temporelles. Mais quand vous parlez de votre âge, ce que va dire un partisan de la distinction ici, il va dire non, en fait, les âges de Giacomo, ça, c'est des phases de sa vie. Okay. Donc la jeunesse de Giacomo, c'est une partie de sa vie. L'adolescence de Giacomo, c'est une partie de sa vie. La vieillesse de Giacomo, ça sera une partie de sa vie. Tout ça, c'est des parties, non pas de Giacomo, mais de la vie de Giacomo. Donc l'idée centrale, enfin une des idées centrales, si vous admettez, c'est l'endurance. Et je pense que d'un point de vue descriptif, d'un point de vue naïf, c'est la manière dont on pense ordinairement. Si on veut mener à bien cette distinction, ce qu'il faut dire, c'est que, à strictement parler, les endurants n'ont pas de partie temporelle, mais ils sont associés à ce qu'on appelle souvent des vies, puis on va utiliser la notion de vie aussi pour les pierres, et c'est leur vie qui a des parties temporelles. C'est leur vie qui a un début, une fin, un milieu, etc. Donc à strictement parler, si je dis la jeunesse de Giacomo, je ne fais pas référence à une partie de Giacomo, je fais référence à une partie de la vie de Giacomo. Ça va ? Bien. Alors on va creuser un peu cette distinction maintenant entre endurer et perdurer à travers le temps, parce qu'on va voir que ça va donner naissance à un certain nombre de débats intéressants et importants en métaphysique. Pardon, je me réalise que j'utilise sans le faire exprès des anglicismes. Localisation dans l'espace. Alors, pour comprendre cette distinction, on va utiliser la métaphore, c'est localisation tout là-haut, de la localisation. Et pour commencer, on oublie le temps, je trace juste quelques petites distinctions au sujet de ce qu'on appelle la localisation dans l'espace. Comment est-ce qu'on peut être localisé dans l'espace? Ça va être important. A priori, c'est difficile pour deux substances qui sont des continuants d'être localisées au même endroit au même moment. La colocalisation, c'est quelque chose qui a été, en général, qu'on considère comme impossible pour des raisons métaphysiques, peut-être physiques. Si je vous dis ça, est-ce que vous avez un contre-exemple facile à ça? Dire il y a deux substances au même endroit au même moment. Est-ce que vous arrivez à donner un contre-exemple à ça? Comment est-ce que deux personnes, par exemple, peuvent être au même endroit au même moment? André? Je pensais plutôt à l'exemple de la statue. Sur une statue faite de marbre, on a l'impression qu'il y a au même endroit au même moment une statue et le marbre. Très bien. Donc ça, on verra quand on s'intéressera à la constitution et la composition corporelle. C'est peut-être Antoine Taillard qui vous fera la séance en question. Il faut que je lui en parle. Donc ça, c'est un exemple. Mais c'est déjà un exemple un peu compliqué. Pensez bêtement. Si quelqu'un vous dit « c'est pas possible d'avoir deux personnes au même endroit au même moment », qu'est-ce que vous pouvez répondre?
Un miroir. Cherchez trop compliqué, mais c'est bien. Alors, un miroir, est-ce qu'on est au même endroit au même moment la localisation d'un miroir, c'est aussi quelque chose de compliqué. Est-ce que vraiment il y a un espace derrière le miroir ou pas? Est-ce qu'il y a deux espaces? Un espace qui est créé depuis un point de vue qui n'existe pas depuis les autres. Mais trop compliqué, oui. Une femme enceinte. Une femme enceinte, deux personnages, ça s'approche, c'est pas mal. Encore, c'est bien, on va revenir sur la femme enceinte, encore plus simple. La fête des vendanges, il y a 20 000 personnes, ou je ne sais pas combien, au même moment à Neuchâtel. Bon Dieu, les métaphysiciens nous disent que ce n'est pas possible d'avoir deux personnes au même endroit au même moment, il peut y en avoir 20 000. Qu'est-ce que vous faites en métaphysique? C'est quoi votre travail? Qu'est-ce que c'est que c'est? Donc, pourquoi c'est important ça c'est important parce que ça nous invite à préciser ce qu'on veut dire par être à un certain endroit. Okay, vous voyez bien qu'être à un certain endroit, on est actuellement une trentaine, vingtaine dans cette salle, ce n'est pas un problème métaphysique. Okay. Donc qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que deux personnes peuvent pas être, ou deux substances ne peuvent pas être au même endroit au même moment? On veut dire qu'elles ne peuvent pas être exactement au même endroit au même moment. Alors qu'est-ce qu'on entend par localisation exacte? Première chose, il y a un débat qui est né au cours des 20 dernières années sur les théories de la localisation, théorie générale de la localisation. Et ici, je m'appuie de manière très superficielle sur ce débat qui s'est beaucoup développé. Il y a aujourd'hui des projets de recherche très intéressants sur cette question. La chose qui nous intéresse, c'est la chose suivante. Il faut qu'il y ait au moins deux conditions qui soient remplies pour qu'une chose soit exactement localisée à un endroit. Qu'une substance, en l'occurrence, soit localisée, et E, à un certain endroit. Il faut pour commencer que chaque, je vais vous mettre directement mon schéma, que chaque partie, donc ce que vous avez en gris plein ici c'est la substance, et puis ce que vous avez en pointillé c'est la marque d'une région de l'espace. Pour qu'une substance soit exactement localisée à un endroit, il faut que chaque partie de la substance soit localisée dans cet endroit. Okay. Donc là on peut dire cette substance, elle est localisée dans cette région, mais elle n'est pas entièrement localisée dans cette région. Okay, parce qu'il y a des parties de la substance qui ne sont pas localisées dans la région. Ça, c'est la première condition. Et puis la deuxième condition pour être entièrement localisée dans cet endroit, c'est que, dans un endroit, c'est que il faut que chaque partie de la région soit occupée par une partie de la substance. D'accord ? Et ça, c'est précisément ce qu'on ne fait pas. C'est ce qui nous permet à nous d'être 30 dans une salle, c'est qu'il y a des parties de la salle qui ne sont pas occupées par chacun de nous. Ce qui fait qu'on ne peut pas être 30 exactement dans l'endroit que j'occupe, c'est que l'endroit que j'occupe, je le remplis entièrement. D'accord ? Donc essayez de venir. Venez. Je ne pourrai pas y entrer sauf à me pousser en dehors de la région que j'occupe. D'accord ? Donc, ce qu'on veut, c'est que toutes les parties de la substance occupent la région et que toutes les parties de la région soient occupées par la substance. Quand vous avez la conjonction de ces deux conditions, vous avez ce qu'on appelle la localisation spatiale exacte. D'accord ? Toutes les parties d'une substance sont localisées quelque part dans la région, et toutes les parties de la région sont occupées par la substance. Là, on a la localisation exacte. Okay. Donc, quand je vous disais maintenant les paradoxes de la localisation, où on se disait comment est-ce qu'il peut y avoir deux choses au même endroit au même moment, ben vous vous rendez compte que juste avec ça, maintenant, vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui serait vraiment compliqué, que deux substances occupent exactement la même région de l'espace. Ce n'est pas le cas de la maman et de la femme enceinte et du bébé. Il y a une portion de la région de l'espace qui n'est pas occupée par la maman, qui est occupée par le bébé, et une portion d'espace qui est occupée par la maman et qui n'est pas occupée par le bébé, etc. Donc il y a d'autres cas où il y a plusieurs choses au même endroit au même moment. Hein. Peut-être deux fantômes peuvent être au même endroit au même moment. Peut-être que deux rayons de lumière peuvent être au même endroit au même moment. Peut-être que les occurrents peuvent être au même endroit au même moment. Deux sons, si vous faites un accord de guitare, de violon, peut-être que deux sons, qui sont des occurrents, peuvent être au même endroit au même moment. Mais des continuants, comme des substances matérielles, ça c'est difficile. Okay. Impossible, il faut chercher. On ne sait pas toujours si c'est le cas. Deux ombres, est-ce que c'est des continuants par exemple? Est-ce qu'elles peuvent être au même endroit au même moment? Il y a tout un tas de cas qui méritent notre attention. Alors, ça c'est ma petite parenthèse, c'était juste une petite parenthèse sur la localisation dans l'espace. Maintenant, on va utiliser cette notion de localisation pour essayer de comprendre la manière dont nos deux entités, les continuants et les occurrents, s'inscrivent dans le temps. Et on va commencer par les occurrents. Excusez-moi. Modifier localisation. Donc on commence par nos occurrents.
Et l'idée générale, c'est que ce qui distingue, ce qui distingue les occurrents des continuants, c'est la manière dont ils occupent non pas des régions spatiales, ça c'est la localisation spatiale, mais des intervalles temporels. Donc l'idée, c'est que les occurrents, ils s'étendent dans le temps de la même manière que les substances s'étendent dans l'espace. On a vu que les substances, elles occupent une portion d'espace. Et bien on va dire que les occurrents, ils s'étendent dans une portion de temps. Donc ils sont exactement localisés, non plus dans une région d'espace, mais dans un intervalle temporel. À chaque sous-partie de cet intervalle de temps doit être localisée une partie temporelle de l'occurrent. Donc si on prend la vie de Giacomo qui occupe un certain intervalle de temps, à chaque sous-partie de cet intervalle de temps doit être localisée une partie de la vie de Giacomo. Et inversement, pardon, je ne l'ai pas mis, mais à chaque sous-partie de cet intervalle, chaque partie de la vie de Giacomo doit occuper une partie de l'intervalle de temps en question. Donc le critère de la perdurance, là je me répète, persister pendant un certain temps pour un occurrent, c'est avoir différentes parties temporelles, qu'on appelle aussi des phases, c'est un peu plus parlant, qui sont localisées à chaque sous-intervalle temporel de l'intervalle dans lequel cet occurrent existe. Alors, deux petits schémas faciles maintenant. Pourquoi on a les verres spatio-temporels? Là, on a la localisation spatiale d'un verre. On a la région et on a le verre. Puis à chaque partie du verre correspond une partie spatiale dans laquelle une partie du verre est localisée. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle des occurrents? On fait la même chose, sauf qu'on intègre une dimension temporelle en plus. Donc on imagine maintenant, c'est plus un verre spatial, mais c'est un verre qui s'étend dans le temps. Ça, c'est la vie de Giacomo, comme ça. Elle décline, vous voyez la vie. Il y a peut-être plus de... Je sais pas, je vous souhaite pas forcément cette fin. Vous allez finir en apothéose, Giacomo. Mais ça, c'est la vie de Giacomo qui s'étend dans le temps, et à chaque partie de la vie correspond une partie d'une région temporelle, autrement dit d'un intervalle temporel. D'accord ? Ça, c'est le match de foot. Vous avez le coup d'envoi. C'est la même chose, dit autrement. Vous avez le coup d'envoi, vous avez la mi-temps. Ici, ça, vous avez une phase, une première partie temporelle, puis vous avez une deuxième phase, et puis vous avez le coup de sifflet final. Donc ça, c'est nos occurrents. Nos continuants, eux, ne vont pas persister dans le temps de la même manière. On le sait maintenant. L'idée pour les continuants, c'est qu'ils sont entièrement présents à chaque instant de leur existence. Tout ça, je vous l'ai dit, donc je ne me répète pas. Et chaque occurrent, il est associé chaque continuant, il est associé à un occurrent, à savoir sa vie, et sa vie a des parties temporelles. Donc là, on prend comme continuant le pangolin. Un pangolin, c'est un continuant. On a le temps qui est au milieu ici. Il est entièrement présent à T1. Le pangolin, il est entièrement présent à T2. Il est entièrement présent à T3. Mais la vie du pangolin, elle, qui est représentée par ce dégradé ici, elle a différentes phases temporelles. Si vous prenez T1, là, vous avez juste qu'une toute petite partie de la vie du pangolin, à savoir le tout début de la vie du pangolin. Si vous prenez entre T1 et T2, vous n'avez pas toute la vie du pangolin, vous avez la moitié de la vie du pangolin. Vous avez tout le pangolin, mais vous avez que la moitié de sa vie pendant cet intervalle. Et puis là, seulement, vous avez la totalité de la vie du pangolin. Donc les parties temporelles concernent uniquement la vie des continuants qui eux-mêmes n'ont pas de partie temporelle. Donc ça, c'est une proposition très classique, très standard. Je récapitule, et après, je crois que c'est juste après, j'ai une question pour vous sur laquelle vous allez vous creuser un petit peu. Donc, continuants n'ont pas de partie temporelle, ils ont 3 dimensions, ils endurent. Les occurrents, ils ont des parties temporelles, ils ont 4 dimensions, et ils perdurent. Ok. Vient maintenant la question sur laquelle vous allez travailler un petit peu. Ça, c'est un beau mariage qui a lieu sur un bateau. Un mariage, c'est quoi? C'est un continuant ou un occurrent? Occurrent, très bien. Un mariage, c'est un occurrent, d'accord. Le début et la fin du mariage, il y a différentes parties du mariage, la cérémonie, la fête, le bal, ce que vous voulez. Donc, le mariage, c'est un occurrent. Et on se demande ici si un mariage, on parle aussi d'événements, occurrent, événement, tout ça, c'est la même famille, même si on va tracer quelques distinctions tout à l'heure. On se demande maintenant si
le mariage peut se déplacer. Ok. Et pour nous aider un petit peu à traiter cette question, on a un mariage qui a lieu sur un bateau, et faites l'hypothèse que le mariage, le mariage commence en Sardaigne, et le bateau part, et il se termine en Corse. La question maintenant, c'est est-ce que le mariage s'est déplacé? Okay. Intuitivement d'abord, quels sont ceux d'entre vous qui pensent que le mariage s'est déplacé? Quels sont ceux qui pensent que le mariage ne s'est pas déplacé? Ok, donc une courte majorité apparemment pour dire que le mariage s'est déplacé. Alors, ceux qui pensent que le mariage s'est déplacé, est-ce que maintenant vous arrivez à me donner des arguments pour lesquels vous pensez qu'il s'est déplacé, le mariage? Pourquoi est-ce qu'on pense que le mariage... Il n'y a pas de question piège, hein, c'est pas... enfin il y en a, mais ce n'en est pas une. Pourquoi est-ce qu'on a envie de dire que le mariage s'est déplacé? Oui. Parce que si on demande à quelqu'un à l'extérieur, par exemple, si c'est mes amis qui se marient et que je demande à quelqu'un qui les connaît mieux que moi, où est-ce qu'ils se sont mariés, où est-ce qu'ils sont en train de se marier, il va me répondre au début en Sardaigne, et si je lui pose la question 6 heures plus tard ou 3 heures plus tard, il va me répondre en Corse. Ok. Donc, on voit bien que l'événement, il se marie... Donc le mariage, il a commencé en Sardaigne, il a fini en Corse. A priori, si vous commencez quelque part, que vous finissez ailleurs, c'est que vous avez bougé. Ok. Donc, première raison assez forte. Est-ce que vous voyez d'autres raisons de penser que le mariage s'est déplacé? Ok. Alors maintenant, travail pour les autres. La courte minorité qui dit que le mariage ne s'est pas déplacé, est-ce que vous avez des raisons? Ouais. Parce que pour la même question qu'on poserait à quelqu'un d'extérieur, après l'événement, où s'est passé le mariage, il répondrait entre la Corse et la Sardaigne. Où s'est passé le mariage? Il s'est passé entre la Corse et la Sardaigne. Et vous arrivez à expliquer un peu ce qu'on veut dire quand on dit ça? Qu'en fait, l'espace du mariage, il est fini. Enfin, c'est un espace qui est très grand, mais qui est délimitable. Très bien. Donc vous, ce que vous dites, c'est qu'il ne s'est pas déplacé parce qu'il a eu lieu dans cette grande zone entre la Corse et la Sardaigne. Okay. Il a d'abord eu lieu dans une partie de cette zone, puis ensuite dans une autre partie de cette zone, mais au total, il n'a pas bougé. Okay. Bien. Donc vous avez mis le doigt assez spontanément sur les deux grandes intuitions qui ont divisé certains philosophes sur cette question. Donc je vous présente maintenant les arguments un petit peu plus spécifiques qu'ils ont proposés. Donc, du côté de ceux qui pensent, comme une courte majorité d'entre vous, que oui, le mariage s'est déplacé, vous avez deux arguments que vous pouvez donner, l'un qui ressemble fort à celui qui André a avancé. Première prémisse, le mariage a eu lieu sur le bateau. Deuxième prémisse, le bateau bouge. Troisième prémisse, tout ce qui a lieu sur quelque chose qui bouge, bouge également. Donc, le mariage bouge. Okay. Là, vous avez une prémisse assez forte, c'est si vous êtes sur un truc qui bouge, ben vous bougez aussi. Okay. On introduit ça. On accepte que le bateau a bougé, on accepte que le mariage a eu lieu sur le bateau. Donc on a une première raison forte de penser que le mariage a bougé. Puis vous avez au moins un autre argument, qui est que le mariage a des participants. Il y a le marié, la mariée, il y a le prêtre, il y a les personnes qui sont invitées. Tous les participants au mariage ont bougé. Tout ce dont les participants bougent dans la même direction bouge également dans cette direction. Notre troisième prémisse, quelque chose qui a des participants qui bougent, ben ça bouge également. Donc, le mariage a bougé dans la direction de ses participants. Okay. Tout le monde a bougé par là, le mariage dépend des participants, donc le mariage il a bougé avec les participants aussi. Alors ça nous permet de rendre compte des intuitions qui nous disent qu'effectivement le mariage a bougé, qui nous disent que le mariage s'est déplacé, de la même façon qu'on peut déplacer un pique-nique, le mariage s'est déplacé. Okay. Donc, si ça c'est vrai, il n'y a pas une distinction fondamentale ici entre les occurrents et les continuants. Les deux sont des choses qui peuvent se déplacer. Maintenant, il y a eu quelques philosophes qui ont dit non, en fait, il y a une distinction, il y a un critère de distinction très important ici entre les continuants et les occurrents. C'est que les occurrents, contrairement à ce type d'apparence qui sont mentionnés dans ces arguments, ne peuvent pas se déplacer.
Et pourquoi est-ce que les continuants ne pourraient pas se déplacer? Ben, pour la raison suivante, que vous avez également touché du doigt, qui est que pour que le mariage bouge de la Corse à la Sardaigne, il faudrait qu'il ait été d'abord entièrement en Corse, puis entièrement en Sardaigne. Ça, c'est le cas du bateau. Le bateau, il était d'abord tout entier en Corse. J'ai changé la direction du mariage, pardon. Bon, voilà. Il part de Corse, il va en Sardaigne, en fait. Donc, le bateau, il était d'abord tout entier en Corse, il était à Bonifacio, puis il est arrivé en Sardaigne, entièrement. Vous n'avez pas un morceau du bateau qui est resté à Bonifacio. Pareil pour tous les participants au mariage. Pareil pour la mariée et le marié. Vous n'avez pas le marié qui est resté en partie à Bonifacio. Donc, le marié, la mariée, les participants, le prêtre, les demoiselles d'honneur, la robe de la mariée, toutes ces choses-là, elles ont entièrement changé de localisation. Elles étaient entièrement là, maintenant elles sont entièrement là. En revanche, d'après ceux qui avancent cette théorie, et le premier à avoir défendu ça, c'est un philosophe important du XXe siècle, Fred Dretske, dans un article célèbre, Can Events Move? Ce que dit Dretske, et puis ça a été repris par Hacker et d'autres ensuite, ce que dit Dretske, c'est que ce n'est pas la totalité du mariage qui s'est déplacée de la Corse à la Sardaigne. On a d'abord eu une phase du mariage qui était en Corse. Et puis on a eu une autre phase du mariage qui était quelque part dans la mer. Puis une autre phase du mariage qui était quelque part dans la mer. Et puis la fin du mariage qui a eu lieu en Sardaigne. Mais vous n'avez pas la totalité du mariage qui était d'abord dans un endroit, puis après dans un autre endroit. D'accord ? Et ça, c'est le point que vous faisiez en disant la localisation du mariage, elle inclut tous les endroits où il y a eu des parties temporelles de ce mariage, des phases de ce mariage. Mais vous ne pouvez pas dire il était d'abord là, puis après il a bougé là, puis après il a bougé là. Parce que ce n'est pas le même, numériquement le même mariage qui a bougé d'un endroit à l'autre. C'est différentes parties du mariage qui sont à différents endroits. D'accord ? Donc ça conduit Hacker notamment à dire la chose suivante. Ce qui apparaît initialement comme le mouvement d'un événement est simplement le fait qu'un événement étendu dans le temps se déroule sur une zone spatiale et donc que ces phases constitutives se déroulent à différents endroits de cette zone. Donc vous avez juste différentes phases à différents endroits, mais vous n'avez aucune phase qui a bougé. Donc si vous acceptez cette théorie-là des occurrents, aucun occurrent ne peut bouger. Ce cours-là, il ne bouge pas. Nous, on bouge en ce moment, parce qu'on est sur une planète qui tourne, etc. On est juste du mouvement relatif, c'est pas besoin d'accepter l'espace absolu. On bouge par rapport au Soleil, par rapport à tout un tas de choses dans l'univers. Mais ce cours, cette séance de cours, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas pourquoi ? Pas parce qu'elle est accrochée à la sphère des fixes, comme on disait à l'époque scolastique, des scolastiques, mais fondamentalement parce que ce n'est pas le genre d'entité qui peut bouger. Ce n'est pas qu'elle est immobile non plus. C'est juste que pour bouger, il faut pouvoir être entièrement à un endroit et puis entièrement à un autre endroit. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec un occurrent. Qui pense maintenant que le mariage a bougé ? Plus personne n'ose maintenant. Donc vous êtes tous convaincus que le mariage, finalement, n'a pas bougé. D'accord ? Arnaud, vous pensez toujours que le mariage a bougé ? Oui, quand même. Bien. Vous avez une raison de... Je dirais que c'est... Je comprends l'argument pour les parties temporelles. Le problème, c'est que même ces parties temporelles, au début de la partie temporelle et à la fin de la partie temporelle, ils ont bougé, même si c'est qu'un petit peu. Donc, à moins de prendre des parties temporelles qui sont instantanées, j'ai l'impression qu'il y a quand même du mouvement à l'intérieur de ces parties. Alors, ce que va vous répondre Dretske, c'est, lui va dire, non mais dans chaque partie temporelle, je peux reproduire mon argument. Donc, supposez que le bal ait eu lieu quelque part entre la Méditerranée et l'arrivée en Sardaigne. D'accord ? Donc, dans la deuxième moitié du mariage. Ça, c'est juste une petite partie temporelle du mariage. C'est le bal. Le bal, il a lui-même... Donc, c'est une phase du mariage. Mais cette phase, elle a lui-même plusieurs sous-phases. Il y a le début du bal, il y a le... Je sais pas quoi, les différents morceaux que vous passez. Et ce que va dire Dretske, c'est que chacun des morceaux, chacune des chansons qui ont été dansées, elle correspond à un intervalle temporel, et qu'aucune des chansons n'a eu lieu entièrement à un moment, puis entièrement à un autre moment. À chaque instant de la chanson dansée, vous étiez sur l'eau, ça c'était une petite partie de la chanson dansée qui était
ici dans l'eau, la partie suivante, elle était ici dans l'eau, la partie suivante, elle était là dans l'eau, la partie suivante, elle était là dans l'eau. Mais c'est jamais toute la chanson qui était là dans l'eau, puis là dans l'eau. Vous voyez l'idée? Ouais. Donc ça revient à découper en phases temporelles qui correspondent à un instant chacun? Oui, alors j'ai pas répondu à cet aspect de votre question, pas forcément. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'instant, ça c'est une hypothèse métaphysique dont je ne pensais pas vous parler dans ce cours, mais moi je l'évoque maintenant. Vous avez un certain nombre de métaphysiciens qui pensent que il n'y a pas d'instant, il n'y a pas de point, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, vous pouvez panacher les thèses, mais que néanmoins vous pouvez avoir une divisibilité infinie du temps ou de l'espace. Okay, donc vous pouvez réduire autant que vous voulez les instants, vous pouvez toujours, dès que vous avez une durée, vous pouvez la couper en deux, vous avez deux petites durées, vous pouvez la recouper en deux, vous avez deux encore plus petites durées, etc. etc. Mais vous n'arriverez jamais à un point. Hein. Vous avez une diminution infinitésimale, mais vous aurez toujours une durée minimale. Enfin, vous n'avez même pas une durée minimale, parce que vous pouvez toujours la diviser, mais vous n'arriverez jamais à un instant, à strictement parler. Hein. Donc ça, c'est un débat métaphysique sur est-ce qu'il y a des instants, est-ce qu'il n'y a pas d'instants, est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'il n'y a pas de points. Mais ce n'est pas parce que vous niez qu'il y a des points que vous devez nier que vous devez dire qu'il y a des étendues qui ne sont pas divisibles. Okay, donc vous pouvez dire à chaque instant, on peut le diviser encore, donc on peut tendre vers un point, mais on n'atteint jamais un point qui n'a pas de durée. C'est juste une petite parenthèse ici qui n'a pas directement lien avec ça. André? Il me semble qu'on pourrait accepter sa définition, enfin son argument, le modèle des occurrents, mais considérer que c'est ça qu'on appelle le mouvement. Je ne sais pas si je m'exprime. Oui, oui, c'est bien. Je trouve que c'est une réponse qu'on pourrait lui faire de dire que même si chaque partie temporelle est à un endroit, il semble que l'occurrent, il semble que la définition du mouvement pour un occurrent soit différente de celle pour un perdurant. Oui, c'est bien. Donc, on peut dire, finalement, on est d'accord avec ce que dit Dretski, mais simplement, ça ne montre pas que le mariage ne bouge pas. Ça montre que ce que c'est que bouger pour un mariage, c'est pas être entièrement présent successivement à différents endroits. Hein. Et on va voir que c'est ce que font un certain nombre de... Je vous ai mentionné tout à l'heure les quadridimensionnalistes. Pour ceux qui ont suivi le cours sur Hume, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, Hume est un des pères de cette doctrine. Cette idée de redéfinir ce que c'est que le mouvement, ce que c'est que l'identité à travers le temps, ça va jouer un grand rôle pour ceux qui adoptent ce type de théorie. Donc vous pouvez toujours redéfinir. Et c'est vrai qu'une prémisse implicite de l'argument de Dretski, enfin qui est explicite dans l'article, qui est implicite dans ma présentation, c'est que pour bouger, il faut être d'abord entièrement là, puis entièrement là. Okay. Et ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous pouvez dire que c'est peut-être une définition trop exigeante du mouvement. Peut-être que être partiellement là, puis être partiellement là, ça suffit pour qu'on puisse parler de mouvement. Très bien. Bien. Est-ce que vous avez des questions de clarification ou des objections sur tout ça? Est-ce que c'est clair? Ça va? Donc, vous voyez, cette idée de mouvement, ça nous aide à clarifier la distinction entre les occurrents et les continuums. Alors, jusqu'ici... Oui, pardon, André. En fait, il y a juste je me demande comment Dretski répondrait dans un très des cas où l'occurrent parle directement d'un mouvement, par exemple, c'est un match de foot, dans lequel on parle, par exemple, d'une course d'un joueur. Ouais. Le joueur, il a fait une course d'un point A à un point B. Ouais. Et ça semble être un occurrent. C'est juste cette course-là. Mais disons que c'est un occurrent qui parle directement d'un mouvement. C'est un occurrent qui se résume à un mouvement. Comment est-ce que Dretski traiterait d'un cas comme ça? Il dirait, ça me va bien, ça montre que les mouvements ne peuvent pas bouger. D'accord ? Je pense qu'il pourrait peut-être même, je ne sais plus si Hacker le fait, parce que ça ressemble un peu à un argument wittgensteinien, puis Hacker, le deuxième, après Dretski que je vous ai cité, est très wittgensteinien. Et peut-être lui dirait ça, dirait, une des choses que ça montre, si on conçoit les occurrents comme des mouvements, c'est qu'un mouvement ne peut pas bouger. Un mouvement consiste dans le fait que quelque chose bouge, mais lui-même ne peut pas bouger. Souvent, quand vous appliquez une catégorie à elle-même, vous avez des problèmes. Une coccinelle peut être rouge, mais est-ce que la rougeur de la coccinelle est rouge, par exemple? Donc là, c'est peut-être un cas comme ça, où le mouvement est du mouvement, mais lui-même, il ne peut pas bouger.
Ok. Alors jusqu'ici, on s'est intéressé à cette opposition entre les continuants et les occurrents. Parmi les choses qui existent dans l'espace, on laisse de côté les entités abstraites. Et puis on va voir maintenant que cette opposition, elle n'est pas complètement exhaustive. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'une distinction n'est pas exhaustive? C'est on prend toutes les entités qui existent dans l'espace, puis on se dit on voulait couper en deux toutes ces entités. On a mis d'un côté les occurrents, de l'autre côté les continuants, puis on espérait tout avoir. Mais en réalité, il y a au moins deux types d'entités qu'on risque d'avoir laissées de côté, qu'on va étudier après la pause tout à l'heure, qui sont d'un côté, pour revenir à la question que posait Arnaud à l'instant, les entités instantanées. Certains disent il y a des choses qui sont des instants, et s'il y a des instants, c'est difficile de les classer dans continuants ou occurrents. Pourquoi? Parce qu'on a tracé la distinction entre les deux selon la façon dont ils persistent à travers le temps. Mais s'il y a un instant, apparemment, caractéristique essentielle d'un instant, c'est qu'il ne persiste pas à travers le temps. Okay. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un instant et comment est-ce qu'on le fait rentrer dans notre catégorie? Et puis, il y a un autre type d'entité dont on n'a pas directement parlé, même si on ne les a pas forcément exclus. Quand on a pris des exemples de continuants, on a toujours pris des personnes, des chats, des lacs, des montagnes, des voitures, etc. Mais il y a peut-être un autre type de continuant qui ne consiste pas dans des substances, mais qui consiste dans ce qu'on appelle des états. Est-ce que vous voyez ce que ça peut être, un état? Est-ce que vous avez des exemples d'états? État mental. État mental, Vladimir, hein, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez comme état mental en tête? Ouais. J'aurais dit une émotion, j'ai l'impression qu'elle peut persister dans le temps. Alors ouais, les émotions, c'est pas les meilleurs exemples ici parce que vous avez différentes phases vraisemblablement dans une émotion. J'ai eu peur pendant 2 minutes, puis ça a été mieux. J'ai d'abord eu très peur, un peu moins peur au début de ma peur, c'était très intense, puis ça s'est atténué. Donc les émotions en général, c'est plutôt des états mentaux qu'on considère comme des occurrents. Mais il y a peut-être d'autres états mentaux qui sont des continuants. André? Tout simplement, je pense que c'est l'état physique. L'eau qui est soit gazeuse, soit liquide, dans de glace solide. C'est bien. Donc les propriétés physiques, être dur, être liquide, etc. Ça, on peut les avoir pendant un certain temps. Okay. Mais ce n'est pas dit que ce soit quelque chose qui ait différentes phases. Et puis il y a d'autres états, parmi les états mentaux, pour rebondir sur la proposition de Vladimir, parmi les états mentaux, donc vous avez des états mentaux qui ne sont pas vraiment des états, peut-être les émotions, mais vous en avez qui sont vraiment des états. Est-ce que vous arrivez à penser à un état mental dont c'est difficile de dire qu'il ait des parties temporelles? Oui. Ah, c'est bien. Alors, c'est pas sûr que le sommeil soit un état mental, même s'il a des implications mentales, mais peut-être. Le sommeil, j'ai dormi pendant 2 heures. Pendant la première moitié de mon sommeil, j'ai pas fait de cauchemar, mais pendant la deuxième moitié de mon sommeil, j'ai fait des cauchemars. Donc, il semble quand même que le sommeil, on ait envie de distinguer des phases. Puis, je crois même qu'on dit explicitement, il y a différentes phases dans le sommeil. Ceux qui travaillent sur le sommeil disent ça. Donc, pas encore le sommeil. Martin, c'est ça? Ouais. Peut-être la folie. La folie comme état mental, c'est bien. Donc l'état d'une personne qui peut être la folie, la santé, la maladie, tout ça c'est des états d'une personne qui commence à un certain moment, qui s'arrête à un autre, qui s'arrête, on peut espérer dans le cas de la folie ou de la maladie avant la fin de la vie de la personne, donc il n'est pas évident qu'on doive les considérer comme ayant des parties temporelles. Est-ce que vous avez d'autres suggestions qui vont dans ce sens? Giacomo? Vous avez dit insister sur les émotions, mais être effrayé dans un certain moment. Moi, j'ai fait le goût. Et il me semble assez instantané l'émotion. Il n'y a pas d'état. Oui, mais là on est en train de parler. Alors il y a des instants. Enfin, on va voir que s'il y a des instants, ils ne persistent pas à travers le temps, et donc on n'en a pas parlé jusqu'ici. Mais là, on est en train de parler d'un état, et un état, ça persiste à travers le temps, mais ce n'est pas une substance. Okay, et pourtant, ça n'a pas de partie temporelle. Donc on a vu les états de la matière, être solide. La folie, peut-être, c'est un état. Je n'ai pas pensé à ça. Il y a des choses qui sont plus standards, en tout cas en philosophie, André. La conscience.
La conscience, c'est bien. En général, on considère que la connaissance ou la croyance sont des états, pour des raisons qu'on va essayer de détailler par la suite. Donc, il n'y a pas, quand vous savez quelque chose, il n'y a pas différentes phases temporelles à votre connaissance. Et puis, on va essayer de voir ensuite pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire cette bipartition, y compris dans les phénomènes mentaux, entre ceux qui sont des états et ceux qui sont des processus ou des événements. On fait une petite pause et on reprend à 15.